Je vais demander à Éric Tardieu de l'Office international de l'eau de venir nous faire sa présentation et je vais essayer de la mettre en route. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler d'eau, nous allons continuer à parler d'eau. Et pour ce faire, on a prévu une présentation à trois en fait. Donc je vais demander à mes collègues de me rejoindre peut-être sur la scène, comme on fait dans les grandes conférences internationales, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une grande conférence internationale. Donc je suis moi-même Éric Tardieu, je dirige l'Office international de l'eau que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc sur scène avec moi, deux collègues qui travaillent ici sur la technopole de Sofia. Paul Henner, qui est spécialisé dans les systèmes d'information sur l'eau. On vous dira un petit peu ce qu'on met derrière tout ça, quelques minutes. Et Éric Minot, qui est également un spécialiste des SIE et un spécialiste de la Méditerranée, puisqu'on a essayé de vous construire une présentation un petit peu en 3 temps. Présentation un petit peu générale alors de ce que nous sommes l'OIO, puis des grands principes que nous essayons de mettre en œuvre, notamment dans le contexte du changement climatique. Et puis deux focus un petit peu. Le premier sur justement les systèmes d'information et leur utilité pour répondre aux nécessités d'adaptation au changement climatique. Et quid en particulier de la zone méditerranéenne qui vous concerne au premier chef. Alors, je propose de débuter par une petite présentation de l'OIO, et ça fonctionne. Alors, l'OIO est une association française reconnue d'utilité publique, dont la mission globale est de développer les compétences pour mieux gérer l'eau. Et nous le faisons à travers les 4 grands métiers qui sont affichés à l'écran, là. La formation technique continue au métier de l'eau, avec 6000 personnes que nous formons chaque année. Donc oui, c'est une activité un peu industrielle. C'est un site basé à Limoges qui s'en occupe principalement. Les données, l'information, la documentation et les systèmes d'information sur l'eau. Donc on va avoir l'occasion de détailler, principalement pour la partie internationale, nos missions sur ce champ. Un troisième aspect qui est l'appui technique et institutionnel. Alors c'est notre jargon interne pour parler de toutes les missions d'assistance en fait que nous déroulons en France et à l'international auprès d'autorités publiques, des collectivités locales, des gouvernements, des autorités de bassin, pour les aider à mettre en œuvre tout ou partie d'une politique de gestion des ressources en eau plus efficace. Et enfin, j'y reviendrai un petit peu, nous animons des réseaux à l'échelle française et à l'échelle internationale, puisque la communauté de l'eau a des pratiques assez partagées, se rencontre beaucoup, un peu trop parfois à notre goût, mais on y participe activement. Nous sommes 140 personnes pour ces différentes missions à travers 4 sites en France, et nous couvrons du coup l'ensemble de ce que en France on peut appeler le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Donc l'eau dans les tuyaux, l'eau dans la nature, comme on dirait plutôt chez nos amis anglo-saxons. Avec une projection internationale extrêmement importante. Alors, je suis navré de constater, comme vous, que effectivement la Mongolie ne fait pas encore partie de nos partenariats, mais vous voyez que nous couvrons assez largement, sur l'ensemble des missions évoquées, une partie importante du globe. Et je souligne qu'une partie importante de cette couverture internationale est assurée justement par les équipes qui sont basées ici à Sofia Antipolis. Alors, le changement climatique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le domaine de l'eau? Beaucoup a été dit déjà ce matin, mais je voudrais revenir sur un certain nombre des fondamentaux qui nous occupent à l'échelle française et à l'échelle internationale. Les impacts attendus du changement climatique, ça a été présenté plus en détail ce matin, avec, pour nous, en simplifiant un petit peu le sujet, 2 grands éléments à avoir en tête. Pour les praticiens de l'eau, le changement climatique, c'est très majoritairement un enjeu d'adaptation, puisque tous les problèmes, tous les impacts du changement climatique concernent de près ou de loin
les ressources en eau. Et donc la question, c'est vraiment comment s'adapter à la hausse des températures, à la diminution du débit des rivières, à la diminution du débit des nappes. On a quelques sujets atténuation aussi dans le monde de l'eau, mais qui sont minoritaires. On peut évidemment faire en sorte d'optimiser la consommation énergétique d'une station d'épuration pour qu'elle contribue moins à générer une production de carbone. Mais et il y a des choses qu'il faut faire, mais nous sommes un petit sujet par rapport aux enjeux liés, par exemple, au domaine des transports. Premier point. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que le changement climatique pour les gens de l'eau, ça veut dire trois grands types d'impact. Le premier impact, c'est la modification des moyennes, ce que je citais, les températures, le niveau moyen dans les rivières, le niveau moyen des nappes, la durée moyenne de sécheresse sur les surfaces agricoles. Donc un impact sur les moyennes. Le deuxième impact, un petit peu paradoxal, c'est l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes. Ça a déjà été évoqué ce matin. Pour l'eau, il y a un paradoxe que nous allons devoir gérer à l'avenir, à la fois plus de sécheresse et plus d'inondations. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Il y a des enjeux économiques, des enjeux de sécurité publique, des enjeux de dimensionnement d'infrastructures. Et justement, ça rejoint le troisième impact, le troisième effet du changement climatique pour nous, c'est l'incertitude. Les ingénieurs du domaine de l'eau, quand vous construisez un barrage ou quand vous dimensionnez un réseau d'eau potable, vous avez besoin de savoir quel est le niveau moyen de votre ressource, pas cette année, à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, parfois à 500 ans dans certains ouvrages, et quelle est la valeur des statistiques accumulées dans les 150 dernières années pour les 100 prochaines années. C'est extrêmement difficile à dire, et ça c'est pénalisant. Voilà, donc globalement, mais ça vous l'aurez compris déjà, nous sommes entrés dans un contexte de concurrence croissante entre les différents usages de l'eau. C'est déjà vrai dans un grand nombre de géographies. La France est relativement épargnée parce que nous sommes un pays où la ressource en eau est relativement abondante, mais cette compétition pour les usages de l'eau, elle existe dans de nombreux pays et régions du globe, avec évidemment une importance toute particulière pour l'eau potable, mais les usages agricoles, les usages énergétiques, les usages pour l'industrie, sans parler évidemment des usages pour la préservation des écosystèmes, vont devoir être gérés dans des contraintes plus importantes à l'avenir. Et ça, c'est vrai partout, y compris en France. On n'y reviendra pas en détail, mais peut-être que vous aurez des questions là-dessus, puisque évidemment 2019 en France a été une année de manifestation absolument claire de l'impact, y compris chez nous, du changement climatique. Voilà, donc inondation, sécheresse, avec toutes les conséquences humaines, économiques qui ont déjà été citées. Et ce qu'il est important de dire aussi, c'est que le changement climatique n'est pas, un sujet isolé qu'il faudrait gérer comme ça, comme une nouveauté. C'est un facteur de pression sur la gestion des ressources en eau qui s'ajoute à des pressions déjà existantes. L'urbanisation croissante, c'est-à-dire la concentration des besoins en eau et des sources de pollution de l'eau, c'est un facteur qu'il fallait déjà gérer, qui est relativement indépendant du changement climatique et qu'il faut continuer à gérer. Et évidemment, l'accroissement des niveaux de vie, des besoins de consommation, c'est aussi indépendant du changement climatique et ça génère en soi des besoins spécifiques en matière de gestion de l'eau. Donc le changement climatique, c'est pas un sujet isolé, c'est une pression supplémentaire, une difficulté supplémentaire à gérer dans ce contexte de compétition pour les différents usages de l'eau. Alors très rapidement, ça a été les deux diapos que je vous présente là ont été faites plus spécifiquement dans un contexte africain, mais ça peut se généraliser. Il y a des impacts très concrets pour les gens qui s'occupent d'eau. Là, je vous prends l'exemple d'un service d'eau potable. Le changement climatique, ça peut générer évidemment des difficultés supplémentaires pour assurer la continuité du service. Est-ce que ma ressource va être bien disponible? Et en France, on a eu ce type de cas, notamment dans le centre de la France cette année. C'est courant dans d'autres géographies, sans revenir dans l'exemple le plus médiatisé de la ville du Cap, évidemment.
diminution des volumes disponibles, augmentation des étiages, donc enfin diminution des bas niveaux, hein, donc des rivières, les enjeux de qualité qui vont avec, hein, puisque tous les facteurs de dilution qu'on peut avoir et qui sont intéressants pour gérer l'assainissement notamment, on les a moins. Et ça génère des coûts de traitement qui doivent être répercutés sur le prix de l'eau. Donc tout ça est bien connu, bien référencé. Là, je cite une référence de collègues du programme Solidarité Eau et de l'AFD. Et on peut faire la même analyse sur les services d'assainissement. Alors, c'est un couple indissociable pour nous. Eau potable, assainissement, c'est vraiment un sujet qui est complètement lié, puisque dès que vous amenez de l'eau potable au domicile des personnes, il faut récupérer les eaux usées qui en découlent. Et là aussi, le changement climatique a un impact sur la capacité à assurer une bonne qualité de service. Il faut généralement augmenter les performances du traitement, parce que si vous rejetez l'eau usée, même traitée dans une rivière, selon que la rivière va avoir un débit abondant ou un débit au contraire très faible, vous pouvez plus ou moins jouer sur l'auto-épuration, donc l'épuration écologique naturelle. S'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il faut que l'eau que vous rejetiez elle soit d'emblée plus propre. Voilà. Et là aussi, des difficultés plus techniques autour des odeurs et également des impacts économiques, puisque le coût de ces traitements-là risque d'être augmenté. Donc, de nombreux défis, je les ai déjà pas mal listés. Alors, en élargissant un petit peu le sujet justement à ce mot peut-être un peu mystérieux, on l'avait mis en 2 mots dans le titre de notre présentation. Généralement, on parle uniquement de bassin. Alors, ça arrive régulièrement qu'on nous regarde avec des yeux un petit peu interrogatifs, on dit mais qu'est-ce que c'est qu'un bassin? Donc là, on avait mis bassin versant dans le titre de la présentation, donc vous savez tous ce que c'est qu'un bassin versant, et j'y reviendrai avec un schéma tout de suite. Donc le bassin hydrographique, le changement climatique est un argument supplémentaire pour aborder la gestion des ressources en eau à son échelle naturelle, qui est l'échelle des bassins versants. Il y a des enjeux qui s'accroissent pour intégrer les problématiques, les usages, les usagers de l'eau, faire en sorte que toutes les sollicitations sur la ressource puissent être connues, d'où l'importance des systèmes d'information, on va y venir, et puissent être partagées entre les différents usagers. Voilà. Et donc nous défendons une approche qui est pas uniquement française, mais française depuis très longtemps et qui s'est élargie à l'échelle européenne à la fin des années 90 et notamment avec une directive cadre sur l'eau en 2000 et désormais très largement reconnue à l'échelle mondiale comme une approche robuste. Alors la gestion par bassin en France est installée depuis 1964 avec la création d'agences de l'eau qui regroupent les ressources en eau sur 6 grands bassins versants qui correspondent globalement aux grands fleuves français, avec quelques ajouts liés aux fleuves côtiers et un certain nombre de particularismes régionaux. Mais donc le bassin est en France depuis cette loi de 64 l'échelle de gestion de la ressource, donc en dépassant les limites administratives habituelles, les départements, les régions. Et ça se fait de 2 façons, par des organes techniques qui sont les agences de l'eau. Il y en a donc 6 qui correspondent à la carte. Et ces agences de l'eau regroupent l'ensemble de l'expertise utile à la connaissance de la ressource et à une meilleure gestion de cette ressource par la collecte des redevances. Donc, vous avez tous noté que sur votre facture d'eau, il y a un pourcentage, alors je sais pas combien exactement ici, mais c'est entre 15 et 20% globalement à l'échelle nationale. Vous contribuez, en ce qui vous concerne, si vous êtes tous de PACA, à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et à chaque fois que vous payez votre mètre cube d'eau, vous contribuez à l'amélioration de la gestion de la ressource à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée. Donc ça, c'est un élément central aussi du dispositif des agences. Et le dernier élément, alors on reviendra peut-être sur la planification, mais le dernier élément, ce sont les comités de bassin. Donc justement, ces parlements de l'eau, comme on les appelle régulièrement, qui réunissent l'ensemble des usagers de l'eau, tous les services de l'État, qui représentent un certain nombre d'usages sectoriels, des représentants des collectivités,
qui représentent là aussi l'usage eau potable, hein, essentiellement, et puis des représentants de l'agriculture, de l'hydroélectricité, de la défense de l'environnement, etc. Et ces parlements de l'eau qui ont une représentation extrêmement codifiée, hein, prévue au niveau national, et ben sont saisis de l'ensemble des sujets, des priorités d'aménagement à l'échelle du bassin, de redistribution des redevances, puisque vous demandez-vous depuis quelques minutes, mais à quoi peut bien servir ma redevance ? Votre redevance, elle sert justement à tout un tas de mesures d'amélioration de la gestion de l'eau sur le bassin. Donc, quand une collectivité reconstruit sa station d'épuration, votre redevance contribue à soutenir cette collectivité. Lorsque on installe une échelle à poissons sur un barrage qui n'en était pas doté, généralement l'agence de l'eau va cofinancer cet équipement et votre redevance y contribue, etc. Donc tous ces éléments d'intervention sont publics, hein, d'ailleurs vous retrouvez tout ça sur les sites internet des agences. Et donc cette approche-là était assez largement reprise à l'échelon communautaire, avec pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc cette idée qu'on découpe le territoire européen. Alors eux ont retenu le vocabulaire de district hydrographique, mais c'est évidemment la même chose. Le bassin versant à cette nuance près sur lequel on n'aura pas le temps de s'appesantir aujourd'hui, qu'il faut aussi prendre en compte les eaux souterraines et les eaux, les interfaces côtières lorsque c'est nécessaire. Et on a découpé ces districts hydrographiques en masses d'eau qui correspondent à des découpages un peu logiques liés à l'hydrographie ou parfois à certains usages ou à certaines infrastructures sur les cours d'eau, et qui permettent justement d'avoir un découpage qui correspond vraiment à la ressource elle-même et non pas aux frontières administratives de tel ou tel pays. Et cette structuration là est vraiment le cœur de la mise en œuvre de la politique européenne de l'eau. Et je confirme au passage que cette politique de l'eau est très largement européanisée, hein. Au-delà de cette directive cadre sur l'eau, il y a une dizaine ou une quinzaine de directives qui vont réguler tel ou tel aspect. Et donc tous les pays mettent en œuvre les objectifs européens dans un cadre à peu près unifié, avec cet objectif général qui est pas du tout anodin, hein, à l'échelle mondiale. La priorité européenne, la priorité de la politique de l'eau européenne, c'est de reconquérir le bon état écologique des cours d'eau. Donc c'est, vous voyez, un choix politique qui n'est pas anodin et qui est encore une fois reste assez largement orienté, hein, à l'échelle de ce qu'on peut voir sur la planète. Alors, très rapidement, une petite illustration du rôle que nous pouvons jouer sur ces sujets-là. La notion de bassin est donc assez largement diffusée à l'échelle mondiale et donc se traduit par des organismes de bassin. C'est le vocabulaire générique qui correspond aux agences de l'eau en France. Elles peuvent avoir plein de structures diverses, hein, au plan juridique, au plan des compétences, au plan des moyens humains. Mais globalement, on est très engagé sur l'animation de ce réseau qui s'appelle donc le réseau international des organismes de bassin, qui comprend à peu près 200 membres à l'échelle mondiale et qui fait assez largement rayonner justement cette approche française et européenne. Alors, dans notamment des cas que je souligne, qui sont les cas de bassins partagés entre plusieurs pays, des bassins transfrontaliers. En France, on est un peu concerné par ce sujet-là, mais assez peu. Mais un continent comme l'Afrique, par exemple, a 2/3 de ses ressources en eau de surface qui sont partagées par au moins 2 pays. Donc ce continent-là et d'autres a développé fortement la notion d'organisme de bassin transfrontalier, et ça implique tout un tas de mécanismes, d'outils juridiques, d'outils de connaissances, pour faire en sorte que les relations amont-aval, les relations internationales entre ces pays soient un minimum normalisées et efficaces. Donc on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Je vous invite d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, à regarder sur le site internet du RIOB. Donc, la production qu'on a pu faire, l'un de nos rôles, c'est vraiment de diffuser la connaissance, et on le fait à travers un certain nombre d'ouvrages, hein, des manuels qui sont liés à un certain nombre de sujets, et il y en a notamment un paru en 2015 sur l'adaptation au changement climatique. Adaptation au changement climatique qui nous occupe beaucoup. Ce matin ont déjà été évoqués, hein, le cycle des COP climat, avec notamment pour nous Français, enfin pour l'ensemble de la planète d'ailleurs, hein, le tournant de la COP 21 qui a eu lieu à Paris, avec l'accord de Paris qui a été signé.
Alors nous OIO et l'ensemble des acteurs que nous fédérons, que nous animons, ne sommes pas impliqués dans les négociations internationales climat qui relèvent vraiment des États. Nous sommes plutôt du côté de la société civile. Il y a tout un jargon autour de ça que je vous épargne, mais il est important pour nous de faire en sorte que, au-delà des discussions entre États, justement tous les praticiens, alors en l'occurrence de l'eau, mais d'autres communautés fonctionnent de la même façon, puissent défendre un message, le faire entendre au moment de chaque COP. Et donc ça a passé pour nous par la constitution d'un certain nombre d'alliances autour d'un certain nombre de valeurs, donc évidemment autour de la notion de bassin, autour de la notion de solutions fondées sur la nature, autour des enjeux de financement des projets d'adaptation au changement climatique en matière d'eau. Et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les organismes de bassin. Vous avez là aussi la référence à l'Assemblée générale justement du RIOP qui s'est tenue la semaine dernière au Maroc. Donc je vous y renvoie si le sujet vous intéresse. Et vous voyez que dans les 7 priorités qui correspondent à notre action à l'échelle internationale, l'adaptation au changement climatique en est une importante. Parmi d'autres, les systèmes d'information qui restent développés, on va y revenir. Le dialogue ville-bassin, dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui est un sujet important. Et c'est vraiment un sujet sur lequel la communauté de l'eau est très fortement mobilisée depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je pense que je vais passer rapidement là-dessus pour raison de temps. On développe aussi des outils, c'est-à-dire que le plaidoyer c'est bien, faire passer des messages c'est bien, mais avoir des outils pratiques, opérationnels pour promouvoir des projets d'adaptation au changement climatique en matière d'eau, c'est aussi important. Et nous avons depuis bientôt 3 ans développé une plateforme d'incubation de projets eau et climat qui a été soutenue fortement par le gouvernement français, par les agences de l'eau françaises, par l'Agence française de développement, mais aussi par la Banque mondiale et d'autres acteurs, qui couvre, là c'est la dernière forme, recouvre à peu près une bonne partie du monde, mais avec un focus africain ces dernières années. Voilà, c'est extrêmement rapide, mais vous aurez peut-être des questions tout à l'heure. Et comme je l'indiquais, à partir de ces grands éléments, on a jugé intéressant de développer 2 aspects qui nous tiennent à cœur. Donc un focus thématique, un focus géographique. Et je vais laisser la parole à Paul, qui va vous expliquer enfin, depuis que j'emploie ce mot tout à l'heure, ce que nous entendons par système d'information sur l'eau. Paul. The floor is yours, comme on dit dans les conférences internationales, mais notre hôte est parti. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Je vais commencer par... Eric vous a beaucoup présenté les problèmes de gestion de l'eau, et vous aurez compris que pour faire de la gestion de l'eau, on a besoin de données sur de nombreux thèmes. Alors, on a besoin d'abord d'avoir des données sur la partie pluviométrie, hydrométéorologie, d'avoir des données sur l'état de la ressource en eau de surface, les aspects quantité-qualité. Les aspects marines aussi sont importants, avec aussi des aspects qualité sur la partie marine. Sur tous ces aspects inventaires de la ressource, on a besoin de connaître l'état de la ressource en termes quantitatifs et qualitatifs. Donc on a, sur l'ensemble de ces ressources en eau de surface, lacs, marines, etc., on a des données de monitoring. Monitoring qualité, physico-chimique, bactériologique, des données quantitatives sur la piézométrie des nappes, etc. Et bien sûr, si on veut faire de la planification et connaître l'impact du changement climatique à terme, pouvoir anticiper sur les changements, on avait aussi besoin de prendre en compte les usages de l'eau et donc de connaître quel est l'état des ressources en eau, quel est l'état des usages aujourd'hui sur les principaux usages qui sont agricoles, industriels, services municipaux et bien sûr autres usages touristiques, etc. De connaître l'état actuel des usages par bassin, par pays, mais aussi de connaître quelles sont les prévisions d'usage à moyen terme. Donc il se trouve que cette multiplicité des thèmes, quand on fait de la gestion de l'eau, dans tous les pays du monde, en particulier en France, mais aussi ça concerne tous les pays, on a toujours de multiples producteurs, de multiples ministères qui sont impliqués et de multiples acteurs au niveau national, régional, local qui produisent une partie de l'information. Donc une des difficultés majeures quand on parle de système d'information sur l'eau, c'est d'organiser d'une part l'accès aux données qui sont produites par les différentes institutions. Ça suppose, premièrement, d'organiser le partenariat entre les institutions, les différents ministères,
de faire en sorte qu'ils soient d'accord pour partager les données de manière cohérente. D'autre part, on va rencontrer des problèmes de langage commun. Les données, chacun les gère, les produit à sa manière avec ses propres codes. Quand on les mélange, si on mélange des choux et des carottes, on obtient de la soupe, mais pas forcément des bons éléments. Donc on est confronté à des problèmes de gouvernance, de langage commun, d'organiser l'accès aux données de manière physique et ensuite de faire des traitements adéquats pour exploiter ces données. Donc cela nous a mené de manière globale depuis 25 ans à travailler, l'Office international de l'eau a travaillé depuis 25 ans avec plus de 50 pays dans le monde à la demande des pays sur comment organiser l'accès aux données sur l'eau, comment renforcer la production des données manquantes, comment transformer les données manquantes, les données en information qui soient utiles aux prises de décisions, à la fois pour la planification, mais aussi pour l'adaptation au changement climatique, etc. On va y revenir. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Un élément parmi les handbooks qui ont été cités tout à l'heure, on a travaillé l'année dernière, on a diffusé un handbook sur les systèmes d'information que l'on a préparé en collaboration avec l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la météo et la World Water Data Initiative, qui est une initiative lancée par les Nations Unies. Et donc, ce handbook présente les différentes composantes des systèmes d'information, la partie production des données, la partie organisation de l'accès aux données, la partie transformation des données en information, la partie diffusion de l'information sous forme adaptée par rapport aux utilisateurs finaux, ça peut être sous forme de bulletin, sous forme de papier, et la nécessaire gouvernance, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut organiser ce partage d'informations que si effectivement il y a une volonté politique au niveau national et local d'organiser ce partage d'informations. Donc ça doit s'inscrire dans les textes législatifs, ça doit être mis en application dans le cadre de groupes de travail qui vont organiser le partage des données. Et ensuite, toute cette partie d'organisation des données, on va le retrouver appliqué à de nombreux domaines. On va le retrouver appliqué au domaine de la planification des ressources en eau, mais aussi aux problèmes de gestion du changement climatique, d'adaptation aux risques, de gestion sectorielle, eau potable, agriculture, etc., de rapportage pour l'Union européenne. Donc le fait qu'un pays soit bien organisé en termes d'accès aux données et de valorisation des données va lui faciliter la tâche en termes d'efficacité pour toutes ces actions-là. Et donc un des thèmes qui apparaît ici, c'est la partie adaptation au changement climatique, parce que pour s'adapter, on a besoin de connaître et de pouvoir anticiper sur l'avenir. Donc notre action consiste à une des principales activités. Donc ça a commencé en France, un appui au gouvernement français, mais on reporte ça aussi dans l'ensemble des pays, à faire en sorte que l'ensemble des acteurs, que ce soit des gestionnaires de données quantitatives, qualitatives, mais aussi actuellement avec toute l'information satellitaire qui peut être utilisée, qu'on puisse mettre en réseau l'ensemble de ces acteurs pour produire des informations pour les décideurs à leur niveau, mais aussi pour l'information du public. Donc on n'est surtout pas dans une logique de centralisation, on est dans une logique de mise en réseau en gardant la responsabilité de chacun des acteurs et en faisant en sorte que chacun puisse donner accès à une partie de ces données pour que le travail puisse se faire de manière efficace. Donc de manière, au niveau d'un pays, là ici j'ai l'exemple de l'Équateur, comment ça se traduit au niveau d'un pays? Au niveau d'un pays, c'est un schéma qu'on peut répliquer à peu près sur l'ensemble des pays. Vous avez toujours des acteurs de niveau national qui vont être le secteur énergie, le secteur hydromètre, le secteur agricole, donc des ministères qui ont leur système d'information. Vous avez au niveau local, municipal, bassin, etc., des acteurs locaux, les services d'eau potable, les services agricoles, qui eux aussi produisent des données. Un des challenges dans les pays, c'est de faire en sorte que les acteurs locaux puissent exploiter les données de niveau national, mais qu'aussi les données nationales puissent être alimentées par les acteurs locaux. Donc il y a un intérêt particulier à organiser dans un pays le partage des informations, et en particulier de faire en sorte que ces données soient utilisables pour la planification nationale, et donc l'adaptation au changement climatique, mais aussi pour la planification au niveau des bassins, puisque comme l'a présenté tout à l'heure Eric, on est dans une logique avant tout d'organiser la gestion de l'eau par bassin, puis ensuite au niveau national, sachant que ces bassins, une des particularités, c'est qu'ils peuvent être aussi, et ils sont souvent transfrontières. Donc un autre exemple que j'ai pris ici, je reviens la semaine dernière de Guyane, où on travaille sur une partie de l'Amazonie, l'organisation du partage d'informations entre le territoire français, Guyane française, le Brésil, le Suriname. Donc chacun a ses systèmes d'information dans ces pays. Il s'agit de mettre en réseau l'ensemble de ces acteurs entre les pays et de faire en sorte qu'on ait aussi un partage des données et de l'information entre les pays, de manière à pouvoir faire de l'adaptation et de la planification au niveau des bassins transfrontières en termes de gestion de l'eau et ici, sur ce thème-là, en termes de protection
et de prévision sur la biodiversité. Donc on est là aussi de plus en plus sur des thèmes qui sortent du domaine de l'eau, mais qui vont de plus aussi sur les thèmes environnementaux. Donc voilà, donc l'idée de ce projet qui démarre en Guyane française et avec le Brésil et le Suriname, ça va être d'organiser le partage des données pour faire en sorte qu'au niveau des territoires, on puisse prendre en compte les attentes pour préparer des inventaires de sources de données, organiser la production d'indicateurs qui vont être nécessaires à la planification et au suivi sur l'ensemble des thématiques. Voilà, quelques exemples de produits concrets qui sont mis en œuvre. Des cartographies qui permettent de montrer, dans le cas de la France, l'efficacité des politiques de l'eau. On est passé des années 70 à une situation où on avait beaucoup de rivières en mauvais état, à une amélioration de la qualité des rivières. Donc ce sont des indicateurs qui montrent l'efficacité des politiques. D'autres exemples ici sur une région de Madagascar où on peut aider les partenaires, les organismes nationaux à exploiter les données qui étaient enfouies dans des bases de données que personne ne voyait jusqu'à maintenant. Donc il s'agit de faire vivre les données qui sont déjà produites sous forme d'indicateurs, sous forme de cartographie. Et un autre élément sur lequel on travaille aussi, c'est bien sûr d'appuyer, de renforcer la production des données. Et là, on a tout un travail, tout un volet sur le renforcement de l'exploitation de l'image satellitaire, avec notamment une participation de l'Office à un groupe de travail sur les futurs satellites qui vont être lancés, qui vont permettre, à partir des satellites, de renforcer le monitoring des hauteurs d'eau, notamment sur les rivières, les grands lacs et sur la partie maritime. Voilà. Eric, sur la partie Méditerranée. Merci Paul. Donc je prends le relais. Je perds pas mes papiers. Pour vous parler rapidement de Méditerranée, avec deux aspects. On va d'abord voir un peu ce qui se passe sur la rive nord, avec les travaux de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et après un peu plus spécifiquement sur la rive sud, puisque je travaille au sein du CEMID, qui est le système euro-méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau. Et donc, on regroupe l'ensemble des directions de l'eau, de l'Union européenne, mais surtout du sud et de l'est de la Méditerranée. Donc, on l'a dit plusieurs fois, le changement climatique, ça amène des incertitudes. Et donc, on se pose beaucoup de questions quand on fait de la planification. D'abord, éviter la maladaptation. L'exemple classique, c'est un barrage, notamment dans le sud de la Méditerranée. On a beaucoup besoin de mobiliser les ressources en eau. Donc, on travaille beaucoup sur la construction de barrages et généralement, on se base sur des séries historiques de pluviométrie et on ne sait pas estimer, ou on a du mal à estimer ce que va être le futur. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on se tourne vers des ressources en eau dites non conventionnelles, qui sont du dessalement d'eau de mer, comme le fait l'Espagne et à peu près tous les pays au sud de la Méditerranée, ou la réutilisation des eaux usées traitées, qui devient un sujet d'actualité aussi en Europe. Deuxième point un peu délicat, c'est éviter le coût de l'inaction. Donc, quand on fait un plan de gestion, un programme de mesure, on arrive assez aisément à estimer les coûts. Bon, des fois, on se trompe, on a des surcoûts, mais on estime rarement le coût de l'inaction. Et typiquement, le coût de l'inaction, c'est continuer à exploiter les ressources en eau, notamment les nappes souterraines, de les surexploiter. Et par exemple, quand elles sont proches de la mer, avoir une intrusion saline, ce qui fait qu'elles peuvent devenir inutilisables. Donc là, on a un coût qui est relativement important. Et donc, une des solutions est de se focaliser, bon, on ne peut pas faire que cela, sur des mesures sans regret. Donc typiquement, on a des mesures soft, on a perdu la photo là, donc il y a de la formation des techniciens ou de personnes travaillant sur la planification, ou comme on l'a dit tout à l'heure, des solutions fondées sur la nature, et on va voir quelques exemples. Alors, pour travailler sur l'adaptation, on a besoin de définir des priorités, d'établir ces éléments de priorité. Côté français, on le fait à partir de cartes de vulnérabilité. Donc là, on a des exemples sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, mais c'est aussi fait sur les autres bassins français. Et on a des cartes qui sont thématiques, la disponibilité en eau, donc évolution de la disponibilité en eau de surface, eau souterraine. D'autres éléments qui sont plus intéressants sont les bilans hydriques. Donc là, on va comparer la disponibilité face à la demande. Et on va voir si on peut être en situation de pénurie, si on dépasse la demande par rapport à la disponibilité.
Et donc, c'est à partir de cela qu'on définit des priorités et des actions. Donc, ici, on a quelques exemples de mesures qui sont proposées dans le plan d'adaptation de Rhône-Méditerranée-Corse sur des mesures dites sans regret. Donc, on ne va pas construire de l'infrastructure, mais on va essayer d'agir sur la réduction de la demande en eau. Donc, le premier point, donc réduction des fuites, par exemple, dans les réseaux d'alimentation en eau potable, ou réduction de la consommation d'eau agricole, qui est une des plus fortes consommations comparée aux autres secteurs domestiques ou industriels ou énergie. Donc c'est là, en règle générale, dans le bassin méditerranéen, où on a le plus à gagner. Donc plutôt que d'augmenter la disponibilité, on va chercher à réduire cette demande en eau. Deuxième point, retenir l'eau dans les sols. Donc un élément qui est important. Donc tout ce qui est zone humide, l'imperméabilité des sols dans les villes aussi, donc ce qui va permettre de retenir de l'eau et aussi alimenter la nappe phréatique. Redonner un bon fonctionnement au cours d'eau, donc ça on travaille sur l'hydromorphologie, ce qui est relativement important aussi pour les phénomènes d'inondation, où on va avoir des zones tampons. On va chercher à supprimer les digues. Si vous avez vu sur le Var, c'est ce qui a été fait. Et donc le Var retrouve ses méandres d'origine. Et donc sur l'agence RMC, dans son programme d'action, on a un montant qui est relativement important, qui est dédié à ces actions d'adaptation sur le bassin. Alors maintenant, si on regarde un peu plus le volet sud et est de la Méditerranée. Donc les rapports du GIEC disent que la Méditerranée est un des hotspots en termes de changement climatique, d'impact du changement climatique sur les ressources en eau. Donc comme ça a été dit, on a deux phénomènes. Un phénomène qui est d'augmentation des températures. Alors ça tombe assez mal parce que 70 à 80% des ressources en eau dans les pays du Sud sont utilisées pour l'agriculture. Et si on augmente les températures, on va avoir plus d'évapotranspiration, donc une demande plus importante de ce secteur-là. Et les gouvernements ont beaucoup de mal à réduire ces demandes-là parce que ça a aussi un problème social, c'est pour maintenir les populations rurales en emploi et en activité. Une diminution de la pluviométrie, donc qui est un peu différente au sud et au nord, et surtout qui est échelonnée différemment au niveau temporel sur l'année. Donc ça impose des niveaux types de culture pour le secteur agricole, une augmentation du niveau de la mer, donc une érosion des côtes et parfois la suppression de certaines terres, la biodiversité qui se dégrade, qui est liée donc à ce manque d'eau, et cela peut aussi introduire des problèmes sanitaires sur la qualité de l'eau, puisqu'on va avoir moins d'eau disponible, donc une plus forte concentration des polluants. Alors, un point qui est important, là on regarde les impacts, mais d'ores et déjà, si on regarde les objectifs de développement durable, et donc des mesures qui ont été faites l'année dernière, sur l'index de stress hydrique, donc on compare la disponibilité par rapport à la demande, et on voit que la zone Proche-Orient et Afrique du Nord, on est déjà à un index qui est près de 80%, et si on regarde que l'Afrique du Nord, on est à plus de 100%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un index qui mesure les ressources en eau renouvelables comparées à l'usage de l'eau. Donc ça veut dire qu'en Afrique du Nord, on consomme plus d'eau que ce qui n'en arrive. Et essentiellement parce qu'on consomme de l'eau dans des nappes fossiles. Donc il va arriver un moment donné où on n'aura plus d'eau. Et c'est la raison pour laquelle ces pays s'orientent de plus en plus vers du dessalement d'eau de mer ou de la réutilisation d'eau usée traitée. Alors, à quelle échelle on travaille, nous, au niveau méditerranéen, avec les différentes directions de l'eau? Alors, on a un programme qui est similaire à ce que Paul a cité avant. Donc, on a une plateforme de connaissances sur l'eau en Méditerranée, donc qui vise à aider les pays à développer leur système d'information sur l'eau pour avoir une connaissance suffisante pour prendre les bonnes décisions en matière d'adaptation, avec une problématique qui est relativement importante, qui est le manque de données, de mesures sur le terrain, d'où le fait qu'on en vienne aussi à utiliser l'observation satellite, alors qui permet, là c'est juste deux exemples, qui permet d'avoir
des suivis sur du long terme. Donc là, en haut, on voit l'évolution de la mer morte, hein, donc on voit une forte diminution de la disponibilité en eau, même si celle-là est peu utilisable. Et en dessous, un suivi à court terme, donc sur une année à peu près, sur une oasis à Azraq en Jordanie, où on voit son évolution avec parfois un assèchement complet. Et c'est intéressant en matière de gestion des ressources en eau parce que cette oasis est directement liée au niveau de la nappe d'eau souterraine. Donc sans faire de mesure sur la nappe, on connaît aussi son niveau d'exploitation. Ensuite, pour finir, 2 exemples rapides. Donc là, on était en termes de planification, mais au niveau opérationnel, donc ces 2 exemples sur le secteur agricole, on peut aussi utiliser dans ce cas-là des nouvelles technologies et lier un certain nombre de modèles pour piloter l'agriculture. Donc ici, on cherchait à améliorer l'efficience en eau et en énergie du secteur agricole. Et on a introduit un nouveau type d'indicateur. Généralement, on essaie de mesurer la productivité des cultures en fonction du mètre cube d'eau consommé. Mais on s'aperçoit qu'il est intéressant aussi d'amener un coefficient énergétique à l'intérieur, parce que sur 2 exemples, ici au Portugal et en Espagne, on s'aperçoit sur des séries temporelles qu'on a diminué la consommation en eau, mais en parallèle, on augmente la consommation en énergie. Donc on optimise, on va faire des alimentations sous pression par exemple, et donc on augmente cette consommation. Et donc on a besoin de systèmes d'aide à la décision, où là on va utiliser des modèles agronomiques pour piloter l'irrigation, des modèles météo, encore une fois pour le pilotage, mais aussi des modèles énergétiques pour connaître le coût et les différentes solutions de consommation d'énergie. Et enfin, un dernier exemple, toujours dans le secteur agricole. Donc cette fois-ci, il est appliqué à la viticulture, mais il pourrait être appliqué à n'importe quel secteur, qui est un système basé sur des services climatiques, donc de services météo à court terme, pour indiquer aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire sur leur culture au jour le jour. Un aspect mensuel, donc toujours lié avec des modèles agronomiques propres aux différents types de cultures pour les piloter, pour savoir quand on va devoir récolter, quand on va devoir fertiliser ou amener des traitements sur les plantes, mais aussi sur le long terme. Là, on a des modèles qui nous donnent des prévisions à 30 ans, sur le choix des prochaines cultures. Donc les viticulteurs disent peut-être qu'on va changer de type de culture ou qu'on va planter ailleurs. On va changer les versants, les orientations sur ces cultures ou monter en altitude. Donc à travers ces exemples, ce que je voulais montrer, c'est qu'on avait de l'action en termes de planification qui est importante, mais aussi sur le terrain. Donc là, sur le volet agricole, parce que, comme je l'ai dit, c'est le volet qui est le plus fort consommateur d'eau en Méditerranée. Il y a des actions qui sont possibles pour améliorer cette efficience et aussi s'adapter, donc se préparer aux incertitudes du changement climatique. Donc je pense qu'on a peut-être un peu de temps pour des questions. Merci Eric, merci Paul. Nous avons du temps pour quelques questions. On se donne 2 ou 3 questions. Oui. Ok. Bonjour. J'avais une question sur le partage des données pour améliorer la gestion de l'eau. Dans certaines parties du monde, il y a des conflits liés à la maîtrise de la ressource. Et il y a des acteurs, notamment privés, qui ont beaucoup de données. Et donc, je voulais vous puissiez nous parler peut-être un peu davantage de cette problématique en termes de partage de la donnée, parce que ça peut être aussi pour certains acteurs une source de gains financiers d'avoir des données à vendre plutôt qu'à partager de manière plus libre pour certains acteurs gouvernementaux par exemple. Donc voilà, savoir un peu votre expérience de terrain par rapport à cette facilité d'avoir certaines données qui sont utiles à l'ensemble des acteurs. Merci. Bon, mais effectivement, c'est une des grosses difficultés que l'on rencontre. Pour de nombreuses organisations, la donnée est une source de pouvoir. Et donc, les organisations, traditionnellement, qu'elles soient privées ou publiques aussi, ont une tendance habituelle à garder leurs données pour asseoir
leur pouvoir et leur domaine d'expertise. Et c'est effectivement une des difficultés que l'on a à faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient amenés à partager ces informations. Alors, ce que l'on cherche à développer, c'est leur montrer déjà, développer des rapports gagnant-gagnant, arriver à mettre en place des mécanismes qui font que chacun des acteurs, en participant au partage des données, va pouvoir bénéficier soit de données des autres partenaires, soit d'avoir à travers l'organisation qui est mise en place d'un appui spécifique sur le renforcement de ses propres capacités. Mais ça passe souvent par des rapports gagnant-gagnant et trouver des solutions qui permettent d'avancer dans un intérêt commun. Mais rapidement, les pays, et donc c'est là que ça rejoint aussi des problèmes de gouvernance au niveau politique. C'est clair que si cette coopération sera d'autant plus facilitée que les gouvernements ont pris conscience de la nécessité déjà entre administrations de favoriser ce partage d'informations. Et après, la partie publique est encore un autre aspect qui est plus délicat. Mais les publics aussi ont intérêt, pour leurs propres activités, à pouvoir faciliter l'accès aux données. Les privés ont intérêt à avoir accès aux données du public. Merci Paul. Sachant que là, on évoque le cas où la donnée existe et les difficultés à réguler les conditions d'accès à la donnée et de partage de la donnée. Il y a énormément de contextes où la donnée n'existe pas et où la question, c'est justement comment assurer l'installation de réseaux de mesure et comment qui doit payer ce coût-là. Compte tenu de l'importance de vos différentes fonctions, quelle est votre position en ce qui concerne la stratégie future qu'il ferait susceptible d'améliorer les problèmes de micro-retenue et notamment de favoriser ce que certaines communes commencent à faire, notamment le retraitement de leur eau usée municipale pour qu'elle puisse être utilisée par l'agriculture. C'est notamment le cas de la ville de Cannes. Alors, on a encore 2 heures devant nous, n'est-ce pas? Alors, quelques éléments de réponse. D'abord, pour indiquer qu'il y a une tendance évidente, et Eric l'a dit, je crois déjà, à une mobilisation accrue en France des ressources en eau dites non conventionnelles. Et les eaux usées, traitées en font partie. Il y a une habitude inexistante sur ces sujets-là en France, et des contraintes réglementaires de niveau européen sur lesquelles il faut franchir, mais c'est l'un des aspects que vous aurez peut-être relevé dans les conclusions des Assises nationales de l'eau, justement, qui sont sorties cet été, avec la prise de conscience qu'il faut mobiliser ce type de ressources non conventionnelles. Sur la question des retenues, le débat peut varier selon la nature de l'usage qu'on veut faire de l'eau. Alors la question des retenues, des bassines, enfin le vocabulaire peut varier selon les contextes régionaux français. Elle est souvent liée. Elle est majoritairement liée au débat agricole en France et au débat sur l'irrigation et à la concurrence que génère en été, et pas seulement dans le sud de la France. On est très implanté dans le Limousin, et le Limousin a connu des sécheresses extrêmement importantes cet été. Donc c'est un sujet lié à la concurrence entre les usages, eau potable et irrigation principalement. Là, enfin, les éléments qu'on peut indiquer, enfin, ma conviction personnelle est que la France n'échappera pas à un débat agricole majeur. Et ce débat n'a toujours pas eu lieu, et c'est un débat qui, pour les questions de l'eau, devra toucher aux aspects quantitatifs, qui seront de plus en plus importants compte tenu notamment des effets du changement climatique, aux aspects qualitatifs qui n'ont toujours pas été réglés ni par la politique agricole ni par la politique de l'eau, française ou européenne d'ailleurs, hein, puisque les deux éléments sont liés, et que ça touchera aussi, ça a été dit un petit peu ce matin, l'ensemble de notre capacité, tous autant que nous sommes, à être cohérents
en tant que consommateur, individu, citoyen, contribuable, etc. Et pour de vrai, nos cohérences individuelles ne sont pas totales. Et en matière d'eau, il est évident que nos habitudes alimentaires vont devoir changer. Et comme en matière de transport, elles vont devoir changer sur la partie énergétique. Donc, je réponds de manière un peu large et pointilliste à votre question, mais la réponse passera beaucoup par un vrai débat agricole, et on le repousse parce que le consensus, on va dire social français, fait que on n'a pas voulu avoir ce débat-là. Il y a un autre débat plus local qui avance plus vite, c'est celui de l'organisation des collectivités en matière d'eau potable et d'assainissement. La loi NOTRe a, de mon point de vue de technicien, offert une possibilité très intéressante pour inciter, je ne vais pas dire obliger, mais inciter les collectivités à se regrouper davantage pour les services d'eau et d'assainissement. C'est évidemment dans cette direction-là qu'il faut aller. Alors je sais que ce discours-là ne passe pas totalement auprès d'un certain nombre d'élus pour de mauvaises raisons. Donc je crois aussi qu'il faut mûrir ce sujet-là, que les élus doivent prendre conscience que le regroupement est inévitable parce qu'il y a des solidarités techniques et tarifaires qui seront nécessaires plus demain qu'aujourd'hui pour répondre au changement climatique, et qu'il y a des discours aussi peut-être un peu plus de responsabilité qu'on aimerait entendre davantage sur le prix de l'eau. Un certain nombre d'élus s'honorent d'avoir un prix de l'eau extrêmement bas. Et pour faire un commentaire un petit peu brutal, que les élus qui sont présents dans la salle me pardonnent, mais je les invite vraiment à se questionner sur la responsabilité de ce discours-là, dans un contexte où, comme on peut le démontrer, le coût de l'eau potable, de l'assainissement, de la gestion de la ressource va augmenter dans les années qui viennent. Donc dire mon prix de l'eau est très bas et je vais encore l'abaisser, toujours un peu de productivité à faire par-ci par-là, mais ne me paraît pas être un discours constituant une bonne réponse à tous les éléments que nous, parmi plein d'autres, venons d'exposer. Voilà. Bon, mais je vous remercie vraiment pour la qualité de ces présentations, nous faire percevoir l'ampleur des questions qui se cachent derrière ce mot en 3 lettres, eau, E-A-U. Je vais rappeler aussi aux sophipolitains que l'Office international de l'eau possède des bureaux place Sophie Laffitte, et que je pense que vous êtes ouverts à accueillir des visiteurs pour les informer. Et sinon, je vous invite à une pause café. Voilà. Merci. Bravo.